Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être présents. Donc, nous allons commencer cet atelier. Donc, l'objectif est de vous présenter le guide réglementaire durabilité qui a été publié au sein de l'Institut, dont on va vous parler, vous dire comment il a été construit, et d'en profiter pour faire un petit focus d'actualité réglementaire durabilité, notamment sur la CSRD et les IFRS. Et on va vous présenter ça tout de suite. C'est là, c'est ça. Non. Normalement avec. Ça tourne. Ah oui, ça tourne. là ça tourne. Ça tourne. Ça tourne. Ça s'est mis à jour là. Mais ça s'est pas mis à jour là. Bon, ben, je vais faire avec mon édition. Voilà, ce sera plus facile. Donc tout d'abord le plan de notre intervention, donc en 4 parties. Peut-être déjà une première question en introduction. Se demander qu'est-ce que la durabilité et voir si on peut trouver une définition. On vous présentera ensuite de manière générale comment ce guide a été construit, qui a participé et comment il est structuré. Donc Santiago vous présentera ça. Et ensuite, alternativement, je vous ferai donc un petit focus sur la CSRD et Santiago sur IFRS. Et bien entendu, l'idée c'est que notre présentation dure à peu près une demi-heure pour qu'il reste un quart d'heure pour les questions, qui est l'objectif de ces ateliers. Alors en introduction, pourquoi ce guide et définition de la durabilité? En fait, nous faisons partie tous les deux, mais avec beaucoup d'autres, d'un GT qui s'appelle Communication extra-financière, qui a été créé fin 2020. Et on a été assez vite confronté en fait à une prolifération de réglementations en la matière. Donc nous avons pas mal travaillé sur des projets, des textes déjà sortis. Et nous avons répondu aussi dans ce cadre à des consultations de place. Nous avons ainsi accumulé collectivement pas mal de connaissances sur ces sujets et il nous a semblé intéressant, voire nécessaire, de pouvoir partager avec la communauté des actuaires l'ensemble de ces éléments, d'où ce projet de guide. Donc nos objectifs au travers de ce guide sont diffuser une culture de la durabilité qui nous semble encore relativement balbutiante au sein de notre communauté d'actuaires. Vous donner aussi des éléments de synthèse de l'ensemble des réglementations qui vous permettent d'entrer dedans sans forcément tout avoir à compulser, parce qu'à chaque fois qu'il y a des éléments qui sortent, c'est franchement de gros documents. Et puis vous donner aussi un certain nombre de clés pour pouvoir approfondir des sujets dont vous auriez besoin dans votre quotidien d'approfondir. Et puis, il nous semble que les actuaires ont un rôle à jouer en la matière. Un rôle parce que l'actuaire, il gère des risques et la durabilité, c'est des risques, pas seulement, comme on le verra, mais aussi des risques. Parce qu'il nous semble que les actuaires, comme toute autre profession, doivent être partie prenante à la réalisation de la transition à laquelle nous devons faire face. Et puis parce qu'il nous semble aussi que finalement tous ces sujets de durabilité, ils doivent s'intégrer un peu comme une colonne vertébrale dans nos quotidiens. Alors, on a essayé de tenter de donner une définition de la durabilité. C'est pas si simple parce qu'en fait, réglementairement, il n'y en a pas de définition de la durabilité. On parle de questions de durabilité, de facteurs de durabilité, d'incidences en matière de durabilité, de risques de durabilité, mais pas de durabilité à proprement parler. Donc voilà, ça c'est une définition qu'on a essayé de construire à l'aune des réglementations que l'on a étudiées et notamment à l'aune de une des dernières qui est la CSRD. Donc la durabilité peut se résumer comme toutes les transformations à opérer pour réaliser la transition écologique, c'est-à-dire réduire l'impact de l'activité humaine sur le climat, mais aussi sur la biodiversité, sur l'utilisation des ressources naturelles, maritimes et terrestres,
réduire les pollutions tout en respectant les droits humains, économiques, sociaux, politiques, culturels et dans un souci de non-discrimination, d'inclusion et de sécurité. Donc vous voyez, ça fait pas mal de choses. Voilà. Donc les entreprises d'assurance et nous, actuaires, nous avons un rôle spécifique à jouer parce que nous mutualisons les risques, mais aussi parce que nous avons une surface financière importante, donc qui peut influencer des décisions dans nos investissements et dans les entreprises dans lesquelles nous investissons, mais ça peut aussi avoir un impact, bien entendu, par la nature des produits et des services que l'on offre en matière d'assurance. Donc forcément, toute la stratégie et le modèle d'affaires des entreprises et des entreprises d'assurance en particulier ont des impacts sur tous les enjeux de durabilité. Je ne veux pas vous assommer avec trop de choses, je vais peut-être me pousser un peu pour que vous voyez. Voilà. On a choisi juste deux graphiques, on va dire, pour quelques rappels et sans rentrer dans les détails, pour illustrer les défis de durabilité auxquels nous sommes confrontés. Il y en a beaucoup d'autres. Hein. Vous avez donc sur la gauche les 4 derniers rapports du GIEC qui montrent que sans contestation, le réchauffement climatique est dû à l'activité humaine, que 40 à 45% de la population mondiale présente une vulnérabilité forte par rapport à ce réchauffement climatique. Qu'un autre processus est également engagé, c'est l'augmentation du niveau des océans. Et que, alors là, je n'ai pas le chiffre en tête, mais il y a une très grande partie de la population mondiale qui vit sur les côtes. Et donc, l'action doit démarrer. C'est ce que dit le rapport des rapports du GIEC. L'action doit démarrer et doit démarrer au plus tôt pour espérer respecter les accords de Paris. Il y a également ce graphique à droite que j'aime bien, qui sont les 9 limites planétaires. Donc ça, c'est des limites que j'appellerais physico-chimiques. Donc sans rentrer dans le détail, vous voyez qu'aujourd'hui, on est seulement sûr que 2 sur 9 ne sont pas dépassés. Donc on est déjà dans le rouge, on va dire, pour une très grande partie de ces limites. Donc voilà pour le contexte et je passe la parole à Santiago pour la présentation générale de la genèse de ce guide. Ok. Donc, suivant. Voilà, donc justement, la suite, alors, il y a eu une grande partie, alors personnellement en tout cas, il y a eu une grosse première partie, comme tu disais, d'apprendre en fait, de se familiariser avec ces sujets-là. Et énormément de textes à lire, et c'est là où justement on a décidé de mettre en place ce guide de durabilité qui a été essentiellement piloté par Laurence et par Catherine. Et l'objectif, ça a été de pouvoir vous présenter aujourd'hui l'ensemble des textes qui touchent à la durabilité, que ce soit au niveau français, européen ou international, en plus avec un regard très pratico-pratique, c'est-à-dire en allant vraiment dans le détail de qu'est-ce que nous, en tant qu'actuaires, peut nous intéresser dans chacun de ces textes. Donc ça a été un travail de très longue haleine. Donc aujourd'hui, on est au 2e guide. Le premier, on a sorti en 2022. Actuellement, celui que vous allez pouvoir trouver dans le site de l'Institut des actuaires, c'est la version 2023. C'est un travail qu'on a fait entre différentes commissions. Alors, j'ai aussi découvert qu'à l'Institut, on était organisé dans des commissions qui sont plus ou moins imperméables, mais ce travail était vraiment le fruit de plusieurs groupes de travail sur différentes commissions. Donc notre commission, en fait, notre groupe de travail de communication extra-financière au sein de la commission, justement, comptabilité, mais on a aussi travaillé avec le groupe de travail ORSA de la commission prudentielle et le groupe de travail ISR de la commission finance. Donc bon, là on a mis, comme vous pouvez voir, l'important, plus que les noms et les prénoms de chacun, c'est, je pense, le nombre de personnes qui avons travaillé à faire ce guide pour pouvoir avoir vraiment une vision alors qui n'est pas complète, hein, mais qui se veut pas complète, mais qui se veut quand même assez poussée aux différents niveaux de réglementation.
Donc, comme je vous disais, la première version, elle date de juillet 2022. Elle a été présentée au Congrès des actuaires de l'année dernière. Nous avons actualisé cette version en juillet 2023. Parce que les choses vont très très vite. Donc notamment, on a rajouté tout ce qui est relatif à la CSRD. Je ne vais pas m'avancer, je ne vais pas spoiler justement ce que Laurence va dire. Mais donc on a fait aussi un petit article au niveau de l'actuariel. Et aujourd'hui, on vous présente ce guide. Et actuellement, alors ce qu'il faut savoir, c'est que on a un peu parlé aussi avec au niveau européen surtout et au niveau international, et on est un peu les premiers à avoir consolidé tous ces textes-là. Donc actuellement, on est en train de préparer une version en anglais qui va être avec l'association actuarielle européenne pour justement pouvoir mettre à contribution ces travaux au-delà du niveau de l'Institut des actuaires. Donc c'est comme ça. Alors, ça, c'est juste quelques screenshots du guide. Pour ceux qui ne savent pas comment accéder, l'Institut des actuaires l'a mis à disposition sur sa page web et l'accès est extrêmement simple. Donc, je n'ai pas envie d'aller sur Internet parce que je pense que je vais pas toucher à l'écran. Mais sachez que quand vous allez sur le site de l'Institut des actuaires, dans le bandeau tout en haut, côté droit, vous allez avoir un titre durabilité, et quand vous cliquez dans le titre durabilité, vous accédez directement au guide. Donc vous n'avez pas besoin de faire 10 000 étapes. Si vous tapez aussi dans le mot de recherche durabilité, ça marche aussi. Voilà. Donc comment est-ce qu'on a construit ce guide? Il est structuré de 3 chapitres. Donc le premier, le plus lourd, c'est justement tout ce qui touche au reporting. Donc on a analysé les différents textes qui aujourd'hui sont soit en application, soit en cours d'application, comme par exemple le cadre de la CSRD. Et à chaque fois, on a identifié quels sont les textes de loi, quels sont les différents éléments ou différentes ressources à disposition, et du point de vue pratique, qu'est-ce qu'il faut complimenter en tant qu'actuaire. Le premier chapitre, donc, c'est le plus long. Il fait une centaine de pages. Alors, je ne sais pas pour vous décourager, c'est juste pour vous dire qu'il est quand même assez exhaustif. Un deuxième chapitre, plus focus sur les produits financiers et tout ce qui est lié au conseil, donc notamment les demandes relatives à la DDA et au benchmark, MIFID, loi Pacte, donc tout ce qui est produit. Un troisième chapitre qui est un focus sur Solvabilité 2. Donc, notamment qu'on a travaillé avec la commission prudentielle, et donc pour anticiper, alors comme vous savez tous, aujourd'hui Solvabilité 2 est en cours de révision, et donc il y a la question qui se pose sur comment est-ce que la formule standard va évoluer pour inclure les critères de durabilité, qui étaient une des exigences fortes au niveau de l'EIOPA, de la commission et du Parlement pour cette nouvelle version de Solvabilité 2. Donc, après, on vous a mis un petit écran juste de quelles sont les principales sections pour que vous ayez une idée que, voilà, toutes les fiches vont se présenter sur cette forme-là. Donc, l'idée, c'est d'être très précis, d'aller directement au but pour pouvoir trouver voilà, pour avoir un guide qui soit vraiment pratique. Donc maintenant, par la suite, ce qu'on voulait faire aussi aujourd'hui, c'était de nous focaliser un peu plus sur 2 travaux qui ont été faits. Donc sur la CSRD, qui sera présentée par Laurence, et ensuite, moi, je vous parlerai un peu de IFRS, et donc ce qui fait, parce que c'est des textes qui sont d'actualité, et parce que les deux vont rentrer en vigueur en 2025 sur les années 2024. Donc on est vraiment sur le vif du sujet. Pour ceux d'entre vous qui sont, que ce soit en compagnie ou que ce soit dans le conseil, vous savez qu'aujourd'hui, tout ce qui est relatif à la CSRD, c'est vraiment le sujet chaud, et il ne faut pas oublier IFRS. Voilà. Merci. Je vais reprendre ce. C'est vrai que Merci Santiago. Donc voilà, je vais vous présenter très rapidement qu'est-ce que c'est que la CSRD, surtout si, je ne sais pas s'il y en a qui ne connaissent pas du tout. En fait, c'est la CSRD, c'est la directive qui concerne la publication d'informations en matière de durabilité des entreprises. Voilà, c'est ça que ça veut dire, comment ça se traduit en français. Donc, alors, je vais être très très bref parce que la CSRD, c'est une grosse réglementation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle s'intègre plus largement dans le Green Deal européen et dans le Fit to 55 que vous avez peut-être entendu, donc baisser nos émissions de GES de 55% entre 1990 et 2030.
Donc ça, cette réglementation, elle vise à quoi au niveau européen? Premièrement, à réduire l'écart entre les besoins d'information en matière de durabilité et leur disponibilité. Donc c'est leur disponibilité à la fois en quantité, mais aussi en qualité, avec l'idée derrière de absolument éviter le greenwashing. Et puis, il y a la volonté aussi de développer des standards de communication qui aujourd'hui n'existent absolument nulle part dans le monde. Et puis je dirais les organes politiques, c'est assurer une transparence des entreprises pour leur permettre de mieux piloter la transition écologique. Donc peut-être déjà une première chose, la CSRD, ce n'est en rien une obligation de comportement. Vous faites ce que vous voulez en tant qu'entreprise par rapport à ces sujets-là. L'obligation, c'est l'obligation de communication, de publication, de transparence sur ce que vous faites en matière de durabilité. Donc, est-ce que j'ai oublié quelque chose sur ça? Non, c'est bon, voilà. Et puis, bon, actualité réglementaire, puisqu'en fait, les textes définitifs de ces normes sont sortis en juillet, fin juillet de cette année. Le Parlement européen avait droit juste de dire d'accord, pas d'accord. Il a écarté sa motion de rejet en octobre. Donc le processus législatif va continuer et cette directive doit être transposée en droit français au mois de décembre de cette année. Donc vous voyez, c'est pour très bientôt. Alors, cette fiche, donc, ça vous résume les 12 normes transsectorielles qui viennent d'être publiées. Donc, ça s'appelle les normes ESRS. Hein, donc, c'est l'abréviation de European Sustainability Reporting Standard, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, dans ces normes transsectorielles, il y a d'une part 2 normes générales, transversales, qui s'appellent ESRS 1 et ESRS 2. Et puis, on a 3 groupes de normes thématiques. Un groupe sur l'environnement, un groupe sur le social, le dernier sur la gouvernance. Sachez qu'il y a encore des normes sectorielles qui doivent être publiées. C'est prévu pour 2026-2028 et qui viendront préciser pour certains secteurs, donc dont pour le secteur financier et le secteur de l'assurance, un certain nombre d'éléments, mais pour l'instant, on ne les a pas. Sachez que ces normes s'expriment en plus de 200 exigences de publication. Il y a à peu près 300 pages de normes et il y a 1178 points de données qui ont été recomptés justement par les FRAG récemment, parce que tout le monde ne s'accordait pas sur le nombre de points de données à publier. Donc vous voyez, donc sur les normes environnementales, il y a 5 normes. Il y en a 4 sur le social et 1 sur la gouvernance. Et en fait, il faut voir qu'on a 2 normes qui occupent une place un petit peu spécifique. C'est la norme ESRS E1, le changement climatique, et la norme ESRS S1, les effectifs de l'entreprise, parce que là, il y a des obligations de publication plus précise, on va dire. Alors, je vais passer très rapidement, hein, mais il y a 5 notions qui sont très, très structurantes dans la première norme générale, le SRS 1. Je vais juste les énumérer et pardon, j'ai mis 5, mais il y en a 6, excusez-moi. Et je passerai un petit peu plus de temps sur une d'entre elles qui est la double matérialité. Donc, ces 6 notions structurantes, donc ce sont les parties intéressées, la double matérialité, l'étude de l'importance, la diligence raisonnable, la chaîne de valeur et l'horizon temporel. Donc ça, on pourrait passer pas mal de temps sur chacune de ces notions. Ce qu'il faut bien comprendre, et surtout, c'est aussi avoir en regard des IFRS dont Santiago va vous parler, c'est qu'il y a un principe dit de double matérialité
qui est retenu dans ces normes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, le principe de double matérialité? Ça veut dire que l'on regarde d'une part l'incidence de l'environnement sur l'entreprise, c'est l'incidence financière, et en retour, on regarde l'importance d'incidence de l'entreprise sur son environnement. Et l'un et l'autre, bien entendu, interagissant ensemble. Donc pour donner un exemple, la reconnaissance que l'environnement a un impact sur l'entreprise, eh bien, par exemple, le changement climatique induit des nouveaux risques ou des risques supplémentaires pour un assureur qui va le devoir traiter. Dans l'autre sens, reconnaître que l'entreprise a un impact sur son environnement, c'est par exemple l'assureur qui exclut dans ses investissements des entreprises qui, par exemple, ont publié qu'elles n'avaient pas de politique en matière du respect des droits de l'homme. Donc là, une incidence en termes sociaux. Donc l'impact de l'environnement sur l'entreprise, c'est l'analyse des risques et puis opportunités le cas échéant, parce que dans un monde mouvement, il n'y a pas forcément que des risques, il peut y avoir aussi des opportunités. Et dans l'autre sens, c'est l'importance de l'incidence sur l'environnement. Et dans ce cadre, sans détailler, l'étude de l'importance est fondamentale, c'est-à-dire quand dans ce rapport, on ne vous demande pas de parler de tout, on vous demande de parler de ce qui est important, et la notion d'importance est tout à fait normée. Sur la deuxième norme, aussi un rapide focus. Le principe de cette norme 2, en fait, c'est la reprise de toutes les recommandations de la TCFD. Donc la TCFD, elle prévoit donc quatre niveaux, on va dire, d'information. La première, c'est la gouvernance. Donc en fait, la gouvernance, c'est les processus de contrôle, de décision pour surveiller les risques et les opportunités. Le deuxième point, ça concerne donc la stratégie et le modèle d'affaires de l'entreprise, donc d'où l'abréviation SMB, stratégie et business model. Donc là, c'est la manière dont la stratégie ou le modèle économique de l'entreprise interréagissent avec ses impacts matériels, ses risques et ses opportunités, et y compris la stratégie pour y faire face. Donc il y a bien une histoire de réciprocité et, si je puis dire, aussi un peu le même principe de double matérialité. Il y a l'impact dans les deux sens, interne vers externe et externe vers interne. Le troisième point, je dirais, qui est plus classique, c'est toute la gestion des risques et des impacts. L'impact est donné par la notion de double matérialité. Donc là, c'est la description en fait de tous les processus par lesquels on gère tous ces éléments-là et quelles politiques on a et quelles actions on a de manière concrète pour les gérer. Et enfin, le troisième point qui s'appelle mesures et cibles. Bien là, c'est très important. On doit définir des mesures souvent quantitatives, précises, pour mesurer les performances de l'entreprise quant à l'atteinte de ses objectifs, quant à la réalisation des progrès qu'elle aura pu accomplir par rapport à tous ces sujets de durabilité. Donc je vais passer très vite sur toutes les normes thématiques, mais ce qui m'a semblé intéressant et qui figure dans le guide, en fait, pour tous ces thèmes, changement climatique, environnement, social et gouvernance, en fait, vous avez une liste de thèmes, de sous-thèmes, voire de sous-sous-thèmes qui sont affectés. Et ça, je trouve que ça donne en fait une lecture assez pratique et pragmatique des sujets qui sont à traiter dans le cadre de ces normes. Donc, par exemple, dans le changement climatique, qui est une des grosses normes, vous devez traiter de l'adaptation au changement climatique, de l'atténuation et de tout ce qui est énergie. Donc, c'est tout ce qui est énergie en termes de consommation notamment
et consommation sur la chaîne de valeur. N'oubliez pas, si vous avez retenu le SRS 1, il y a une notion importante qui est la chaîne de valeur. Donc, il ne suffit pas de s'arrêter à ce qui se passe dans l'entreprise, il faut aussi regarder toute sa chaîne de valeur. Pardon ? Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, on nous avait dit de faire une petite précision. En fait, si jamais il y a des questions, n'hésitez surtout pas, mais il faut qu'on vous donne le micro pour que les questions soient enregistrées et que les gens qui sont à distance puissent nous suivre. Donc, vous nous dites et on vous passe le micro. Voilà. C'était un petit mot qu'on a oublié de faire passer. Voilà, sur la norme sociale, donc de la même manière. Donc là, vous voyez que vous avez... ce qui est intéressant, c'est que les effectifs de l'entreprise sont traités en termes de sous-thèmes et sous-sous-thèmes exactement de la même manière que les travailleurs de la chaîne de valeur. Et puis, vous avez les communautés affectées, avec notamment un point spécial sur le droit des peuples autochtones, qui est très important dans cette norme. Et enfin, vous avez les consommateurs et utilisateurs finaux. Donc, je vais pas... Vous pourrez, de toute façon, vous aurez la présentation, vous pourrez relire toutes ces thématiques, mais vous voyez que voilà, on s'occupe quand même de beaucoup de choses. Par exemple, dans consommateurs et utilisateurs finaux, il y a la santé et la sécurité, il y a la protection des données, etc. La dernière norme, elle est plus réduite, puisqu'il y a juste une seule norme en ce qui concerne la gouvernance. Les points principaux, ça concerne la culture de l'entreprise, ses politiques d'influence politique et de lobbying. Ça, c'est le premier point, très important. Le deuxième, c'est la gestion de ses relations avec les fournisseurs et notamment ses pratiques en matière de paiement, et notamment auprès des PME. Il y a visiblement quand même un sujet par rapport à ça, de retard de paiement des entreprises vis-à-vis des PME. Et le dernier point, ça concerne la prévention et la détection des cas de corruption ou de pots de vin avérés. Voilà, donc c'était vraiment un petit focus très très rapide et je laisse la parole à Santiago pour IFRS. Alors, voilà, ça c'est la dernière fiche sur IFRS. Alors, pourquoi est-ce qu'on a voulu la présenter? Comme je vous disais, c'est tout récent. Donc, les normes IFRS S1 et S2 sont sorties en juin. Donc, je pense que IFRS 17 nous a pas mal traumatisés parmi ceux qui sont dans la salle. Donc là, il s'agit d'un deuxième volet d'IFRS. Donc, peut-être juste pour la petite histoire. Avant l'arrivée de IFRS sur la partie durabilité, pendant très longtemps, on a eu ce qu'on appelait le Club des 5. Donc, le Club des 5, c'était 5 organisations non gouvernementales au niveau mondial qui ont commencé à s'intéresser au sujet de durabilité assez tôt. C'est-à-dire que la première, donc le GRI, apparaît en 1997. Donc, par rapport à, si on compare aux réglementations européennes, donc, que ce soit 2014 ou aujourd'hui 2022, on est quand même il y a un peu plus de 20 ans. Ce club de 5 peut se diviser en deux, donc en fonction de qu'est-ce qui nous intéresse. Donc déjà, d'un côté, il va y avoir la CDP et le GRI qui sont plutôt focalisés reporting de développement. Alors, mais sans forcément faire attention à la partie financière. Et d'autre part, on va avoir le CDSB, le SASB et l'Integrated Reporting qui sont plutôt focalisés sur quel est l'impact de ces critères de durabilité sur la valorisation de l'entreprise. Donc, avec un focus vraiment investisseur. Et donc là, j'avais mis le lien avec le rapport Brundtland, c'est-à-dire que là, qu'est-ce qu'on comprend par développement durable? Donc c'est le développement qu'on a vu qui dépend aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à le leur. Donc c'est une autre définition, mais c'est vraiment dans ce sens-là que CDP et GRI se sont développés. Donc CDP avec un focus un peu plus carbone et GRI sur de la documentation, alors que de l'autre côté, on s'intéresse vraiment à la partie valorisation de l'entreprise
et matérialité, comme disait du coup Laurence, avec un côté plutôt matérialité simple et matérialité vraiment dans le sens de IAS, c'est-à-dire quelque chose est matériel si, du point de vue de l'investisseur, le fait de ne pas avoir connaissance totale ou complète de cette information pourrait fausser notre analyse. Donc, on se rend aujourd'hui compte que tous les aspects extra-financiers, notamment du fait du dépassement des limites planétaires et de la situation actuelle qui est très critique, ont aujourd'hui un impact sur la capacité de l'entreprise à survivre, et donc c'est devenu matériel pour les investisseurs. Donc aujourd'hui, ces différentes entités sont en train de se consolider. Donc la première consolidation a été entre ASASB et Integrated Reporting, qui ont fondu The Value Reporting Foundation. Et maintenant, avec l'arrivée de... En fait, au sein d'IFRS, ils ont créé un deuxième pôle, donc un deuxième, le ISSB, donc le International Sustainability Standard Board, qui a consolidé tout ce qui est du côté, alors pour vous, c'est du côté droit. Voilà. Donc toutes les entités du côté droit ont consolidé avec IFRS pour justement avoir un mot en commun. Donc, juste en termes de planning, qu'est-ce qui s'est passé côté ISSB? Les choses se sont vraiment beaucoup accélérées dans les 2-3 dernières années. Donc, surtout à partir de novembre 2021, donc il y a 2 ans, parce que lors de la COP26, il y a eu la création justement de ce deuxième board au sein de la fondation. Donc, aujourd'hui, la fondation IFRS va avoir 2 boards. Un board purement financier, qui continue à faire les IFRS et notamment IFRS 17, et un deuxième board qui est extra-financier, qui va commencer à sortir des standards de durabilité. Et donc les 2 premiers standards, IFRS S1 et IFRS S2, sont sortis il y a quelques mois. Donc la première chose, c'est que ça s'est énormément accéléré. Donc, par exemple, sur la création d'IFRS 17, ils ont mis 20 ans. Pour sortir IFRS S1 et S2, ils ont mis même pas 2 ans, y compris chacune des étapes. C'est-à-dire qu'il y a eu un exposé sondage, il y a eu des commentaires, il y a eu des analyses. Et donc, au 25 juin 2023, la publication de ces 2 premières normes. Il y a un vrai parallèle alors, entre les IFRS et ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'Europe. Donc, IFRS S1 correspond vraiment au ESRS 1, c'est-à-dire et 2, c'est-à-dire que ça va donner le cadre. Et après, IFRS S2, c'est focalisé sur la partie climatique. Donc, ça serait un peu l'équivalent du pilier E de CFRD. Il y a quand même quelques différences. Donc, ce qu'on a essayé de faire ici, c'est de montrer un peu un parallélisme entre qu'est-ce qui se fait du côté ISSB et qu'est-ce qui se fait du côté de la CSRD, sachant que le périmètre d'application n'est pas le même. Donc peut-être aujourd'hui, toutes les entreprises qui sont soumises à CSRD et donc qui sont soumises à la réglementation européenne ne se préoccupent pas actuellement de IFRS, déjà parce que ça a été designé pour que si on répond à CSRD, on puisse automatiquement répondre aux besoins de l'ISSB, donc de IFRS S1 et S2. Par contre, donc ces piliers sont communs, donc déjà pas sur les points communs. Les 2 ont été construits sur les 4 piliers de la TCFD que tu avais mentionné, donc gouvernance, stratégie, risk management et mesures. Et les 2 vont s'appliquer donc à partir de 2025, donc une mise en application sur l'année à venir. Après, maintenant sur les différences, l'ISSB, on va raisonner sur une matérialité simple ou financière, donc au sein des IAS, alors que sur CSRD, on a vu qu'on avait une matérialité double. Et l'ISSB, c'est vraiment focalisé actuellement sur l'aspect climatique. C'est-à-dire qu'on est plutôt dans une logique un peu comme les IFRS, de construire petit à petit, de faire un consensus au fur et à mesure que l'information est disponible, alors que sur la CSRD, on a quelque chose qui est global, qui couvre les 3 piliers environnemental, sociétal et gouvernance à travers des 12 normes. Côté CSRD, c'est obligatoire au niveau de l'européenne. Côté ISSB, ça va être c'est une possibilité, c'est-à-dire que pour l'instant c'est pas obligatoire. On peut faire des IFRS financiers sans nécessité de faire des IFRS durabilité. Par contre, certains pays vont imposer, certains pays chez qui CSRD ne s'applique pas, ont déjà annoncé que les IFRS durabilité allaient devenir la norme dans ces pays-là. Et notamment, il y a eu une annonce du Brésil il y a 2 semaines,
donc, qui est quand même un mini-continent à part entière. Donc toutes les entreprises brésiliennes vont être soumises à IFRS. Et donc pour les groupes, c'est très important de connaître quels sont les points communs et les différences, parce que pour tous les pays qui ne sont pas dans l'Union européenne, IFRS commence aujourd'hui à devenir vraiment le consensus en termes de communication extra-financière. Un autre point qui est très intéressant côté ISSB et sur lequel je vais faire un petit focus avant de finir, c'est que vu qu'il se basait sur les travaux du SASB notamment et de CRDS, pardon, de l'autre, j'ai oublié le prénom, du CDSB et de SASB, on a déjà sur IFRS des indicateurs sectoriels. C'est-à-dire que sur CSRD, les indicateurs sectoriels vont être publiés en juin 2024. Sur la partie IFRS, ces indicateurs ont déjà été publiés parce qu'ils étaient issus de ce qu'ils appelaient les prototypes qui existaient sur ces organisations. Donc, pour vous donner une idée, quels sont les indicateurs qu'aujourd'hui IFRS demande pour les entreprises d'assurance, parce que du coup, c'est des indicateurs sectoriels. Donc là, on vous a mis un petit tableau sur à la fois quels sont les sujets de divulgation et aussi les indicateurs. Et vous pouvez voir qu'il y a à la fois des indicateurs de type quantitatif et qualitatif. Donc, par exemple, sur la prise en compte des facteurs ESG dans la politique d'investissement, on va avoir une partie qualitative qui va décrire quelle est la stratégie, mais on va quand même avoir des indicateurs quantitatifs, comme par exemple, quel est le montant des primes émises qui soient liées à des technologies bas carbone ou à l'efficacité énergétique. Donc, on va essayer à chaque fois d'accompagner avec un indicateur qui soit purement assurantiel, dans ce cas-là, les primes, la politique de l'entreprise. Donc peut-être aussi sur la partie exposition au risque physique, on va avoir des informations liées aux pertes maximales probables qu'on peut attendre, mais aussi aux sinistres totaux de l'année. Donc l'idée, c'est de pouvoir comparer qu'est-ce qui s'est passé dans l'année par rapport à quelle est ma perte maximale probable pour savoir à peu près où je me situe. Évidemment, accompagné d'une partie un peu plus qualitative sur quelle est l'approche que suit la compagnie pour traiter les risques physiques. Sur le risque, cette fois-ci, de transition, ça va être justement pareil, ça va être des critères liés à Tier 1, en fait, Scope 1, Scope 2, Scope 3, donc sur les émissions. Donc peut-être juste un mot, dire que ces indicateurs sont assez restreints. Il n'y en a pas beaucoup actuellement pour l'assurance. Ils sont très orientés non-vie pour la partie physique et vie ou financement, investissement pour la partie transition. Ça ne veut pas dire que c'est les seuls, c'est-à-dire que chaque compagnie pourra continuer à publier d'autres indicateurs, mais ça donne déjà un socle commun pour pouvoir assurer une espèce de comparabilité au niveau non seulement du rapport, mais de l'information qui va dans le rapport. Voilà. Mais je pense qu'on a finalement on a dépassé un tout petit peu, mais il nous reste quelques minutes pour répondre à des questions, si vous en avez. Ah, on n'a personne pour... Une question bête. À qui il faut remettre ces rapports Lesquels les deux. D'accord. Non, mais qui est effectue le contrôle? Quelle relation ça a avec l'ESG et les sanctions de greenwashing? Est-ce que les informations qui sont dans ces rapports sont celles qui sont utilisées pour le greenwashing? Bon, voilà. Juste peut-être un point effectivement que je n'ai pas dit. Tout le reporting CSRD, ce sera une partie du rapport de gestion. Voilà, une partie spécifique du rapport de gestion. Et l'idée, c'est que ces informations, d'ailleurs, là, au niveau européen, on ne veut plus trop parler de données extra-financières. Hein, le mot est un peu banni, parce qu'on veut qu'elles aient la même importance, ces données de durabilité auront la même importance que les données financières. Voilà. Donc, publication dans le rapport de gestion, donc ça veut dire, pour beaucoup d'entreprises, c'est des données publiques et disponibles pour les investisseurs, bien entendu. Alors, côté IFRS, c'est exactement ça. C'est-à-dire que dans les principes d'IFRS, c'est pas obligatoire. Par contre, une compagnie qui décide d'appliquer IFRS on va dire durabilité, donc les IFRS S1 et S2, il doit publier l'information relative à S1 et S2 en même temps
est au même endroit que le reste de la communication IFRS. C'est-à-dire que c'est la même date de publication dans les annexes. En fait, ça fait partie de l'ensemble de la publication IFRS. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas créé un autre reporting. En fait, il y a 2 boards, mais ça reste soit on publie en IFRS et du coup, on inclut la partie durabilité s'il le faut, dans les mêmes conditions, dans les mêmes temps et de la même manière. Ce n'est pas un rapport à côté. Et le rôle des commissaires aux comptes, c'est eux qui peuvent auditer ça, non? Du coup, les commissaires aux comptes, alors par exemple, les commissaires aux comptes ne sont pas forcément tenus d'auditer les IFRS, mais quand ils vont auditer les IFRS, c'est-à-dire si le commissaire aux comptes est obligé d'auditer les IFRS, il audite l'ensemble des IFRS, y compris S1 et S2. C'est-à-dire c'est vraiment un standard supplémentaire. C'est-à-dire, par exemple, si une compagnie reporte en IFRS et décide d'inclure la durabilité, il va prendre le bilan et du coup, les contrats d'assurance, il va vérifier qu'ils sont conformes avec IFRS 17. Les actifs financiers, il va vérifier qu'ils sont conformes avec IFRS 9. Et il va vérifier que la politique de durabilité et la partie climatique est conforme avec IFRS S1 et S2. Oui, comment ça s'articule avec l'ESG dans ma partie question sur l'ESG? Comment ça s'articule? Pour l'ESG, il y a bien un contrôle qui est effectué par la CPR, l'AMF, etc., avec un pouvoir de sanction. Donc, ce que je vois mal, c'est l'articulation entre ça, avec les sanctions de greenwashing, et ces rapports. Alors, juste peut-être sur le rapport CSRD, pour préciser, dans un premier temps, les commissaires aux comptes, ils auront un rôle de contrôle d'assurance limitée. Mais il est envisagé, mais ce n'est pas encore décidé, qu'ils aient un niveau de contrôle plus élevé, qui soit le niveau de contrôle d'assurance raisonnable. C'est-à-dire qu'on sortirait de l'exception, puisqu'avec l'Albanie, on est les seuls en Europe à ce que les commissaires aux comptes n'auditent pas la partie solvabilité. Donc j'ai bien compris ça. Alors, pour ceux qui sont en IFRS 17, ça voudrait dire que les commissaires aux comptes se mettraient à auditer la solvabilité S2. En fait, non, les compagnies qui publient des comptes je pose en la IFRS, question. voilà, oui, les compagnies qui publient des comptes IFRS, ça reste volontaire. C'est-à-dire que l'IFRS n'est pas obligatoire, sauf si c'est obligatoire dans la géographie. Et en Europe, ça ne le sera pas. Mais par exemple, on sait qu'au Brésil, ça le sera. Si je prends l'exemple du Brésil. Donc, qu'est-ce qui va se passer au Brésil? Quand les compagnies vont publier leurs comptes IFRS, ils vont devoir inclure la partie IFRS S1, IFRS S2, et les commissaires aux comptes vont justement donner leur avis sur cette partie-là. Ils vont se prononcer, ils vont donner une opinion qui est du même niveau que celle qu'ils portent sur la partie financière, sur la partie durabilité. Si cela est obligatoire. Si ce n'est pas obligatoire, par exemple, dans le cas européen, vu qu'on a la CSRD, ça ne sera pas. Certaines entreprises... Mais s'ils le veulent, voilà. Mais par exemple, non, mais en IFRS 17, il y a quand même un certain nombre d'entreprises qui sont obligées. Donc voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que le volet durabilité est optionnel. Si les compagnies ont, pour l'instant, c'est optionnel. Je ne sais pas ce qui sera demain, mais je me vois mal obliger les compagnies à faire les deux, vu qu'ils font déjà CSRD et qui est quand même plus contraignant que IFRS, notamment sur le terme de matérialité et aussi de scope. Par contre, si jamais ça le devenait, ça veut dire que les commissaires aux comptes vont le auditer. Et d'ailleurs, là-dessus, S1, qui donne le cadre, est très précis. C'est-à-dire que l'information dans le cadre de S1 et S2 doit être au même niveau, à la même date, de la même qualité que celle des autres IFRS et auditée de la même manière. Donc, il n'y a pas trop le côté sanction, mais par contre, il y a le côté tampon. C'est-à-dire que les commissaires aux comptes vont dire c'est compliant ou pas avec tout ce que demande IFRS S1 et IFRS S2. Et ça sera dans la même notice, c'est-à-dire que c'est dans la carte, dans l'avis des commissaires aux comptes, où ils vont dire, de la même manière où ils disent, par exemple, ce contrat est mal comptabilisé par rapport à IFRS 17, ils vont dire cette partie est mal comptabilisée par rapport à IFRS S1. Comptabilisé ou indiqué. Voilà. Sergio ? Oui, bonjour, merci pour la présentation. Ma question se focalise sur la place de l'actuaire. Sur IFRS 17, l'actuaire il avait une place importante sur les engagements, sur la valeur des engagements. Pour la CSRD, est-ce qu'on a déjà identifié plus ou moins les sous-postes, les risques dans votre liste, dans la liste qui existe? Est-ce qu'il y a déjà des items dans lesquels on sait identifier que l'actuaire aura un rôle important pour estimer? Ou est-ce que c'est plus des questions qui seront répondues par des gens qui n'ont pas forcément
à une connaissance actuarielle des risques futurs ou d'estimation des engagements. Je peux commencer, tu complèteras. Alors c'est vrai que c'est une rubrique qu'on a souhaité faire dans ce guide, conséquences pour les actuaires. De telle ou telle réglementation. Et effectivement, on voit qu'il y a des endroits où on voit peut-être un peu plus naturellement son rôle. Par exemple, quand on regarde les projets sur l'ORSA climatique, quand il faut monter des scénarios, etc., on se dit que là, l'actuaire, sûrement, il va être sollicité. Après, peut-être sur d'autres points, c'est plus un peu en fond, probablement, de ces travaux où il faut qu'il s'imprègne de ces sujets-là et que ces sujets-là l'alimentent lui aussi dans toutes ses réflexions. Oui, je pense que c'est exactement ça. C'est-à-dire que si on prend par exemple la structure du CSRD, de la section personnelle, c'est peut-être pas un acteur qui va la faire, même s'il peut y avoir des questions de avantage du personnel ou autre. Mais en fait, si on prend la question effectif, sécurité, c'est pas forcément les acteurs qui vont répondre. Par contre, dès qu'on va toucher au risque, par exemple, si je prends IFRS S1 et S2, donc dès qu'on va analyser quelle est l'exposition de l'entreprise à la fois au risque physique et au risque de transition, là, l'actuaire, il va avoir tout à fait sa place. C'est-à-dire qu'actuellement, même dans certains indicateurs, en tout cas ceux de l'IFRS, ils peuvent paraître assez simples. C'est des volumes de primes, mais par exemple, ça va être, dès qu'on parle, par exemple, dans l'exemple des risques physiques, quelle est la perte maximale probable ? Directement, c'est des travaux derrière, d'estimation des risques, d'analyse des risques. De la même manière, si on fait le risque de transition, par exemple, le côté financier, donc surtout de la partie actif, savoir quels sont les scénarios que je vais considérer, que je vais prendre en compte sur mes trajectoires économiques, par exemple, et devoir refléter ça en termes de communication. Donc, c'est clair que c'est peut-être pas l'actuaire qui sera chef d'orchestre sur cette réglementation, mais on va être, de par la mesure du risque physique et du risque de transition, très vite appelé à être dans la première ligne de la production de ces indicateurs. En tout cas, c'est un peu notre ressenti, et c'est pour ça qu'on a voulu. C'est vrai que, peut-être juste pour compléter, personnellement, j'ai eu l'impression quand je faisais le guide, mais finalement, quelle est la place en fait, qu'est-ce que je fais moi en tant qu'actuaire dans ce guide? Je le faisais d'abord déjà pour me renseigner et pour savoir qu'est-ce qui se passe au niveau global. Mais après, assez rapidement, on a voulu avoir ce côté très pratique, et c'est pour ça qu'on a une rubrique dans chaque fiche spécifique à qu'est-ce que ça impacte pour les actuaires, pour se dire finalement, nous, dans notre métier de tous les jours, comment est-ce que ça va nous impacter, ou à quelles questions il faut qu'on soit prêt à répondre demain. Voilà. Oui. Si vous voulez faire passer le micro. Si vous voulez. Merci. Derrière. Bonjour et merci pour la présentation. Juste, j'en profite du coup pour vous demander si vous savez la fonction actuarielle dans le cadre du coup de Solvabilité 2. J'ai cru comprendre que le périmètre allait être étendu à la durabilité. Est-ce que vous avez déjà des informations par rapport à ce qui sera attendu de la fonction actuarielle sur ce sujet? Et ça peut rejoindre aussi la question qui a été évoquée par le monsieur. Alors oui, on a une fiche. Je la recherche parce que. Je vais te dire le numéro de page parce qu'on l'a là. C'est la fiche donc piliers 2 et 3. Ouais, et effectivement, donc c'est en application, c'est même pas en projet. Il y a l'intégration des risques en matière de durabilité dans Solvabilité 2 et dans ce que doit regarder la fonction actuarielle. Tout à fait. Alors, juste donc peut-être pour compléter, c'est vraiment l'aspect durabilité. Il y a deux gros mots d'ordre dans la révision de Solvabilité 2, qui d'ailleurs qu'on attend incessamment sous peu, parce qu'il y a eu un accord au niveau du trilogue. Maintenant, on attend d'avoir vraiment le texte publié au niveau européen. Les deux principaux piliers, c'était simplification, matérialité et durabilité. Et donc justement, en durabilité, intégration du Green Deal européen dans Solvabilité 2, parce que c'est quelque chose qui est arrivé après. Et donc, alors on ne sait pas encore, ça va avoir un impact sur plusieurs niveaux, notamment par exemple sur la partie ORSA climatique, où on va avoir deux scénarios
climatiques qui vont être, alors aux dernières nouvelles, autour de l'accord de Paris et au-dessus de l'accord de Paris, et on va devoir les inclure dans le cadre de l'ORSA. Il va y avoir, donc voilà, on attend de voir exactement quel est le contour définitif, mais sur la fonction actuarielle, je pense que, vu que c'est une fonction clé Solva 2, ça va pas forcément être, alors, il doit avoir une opinion sur pas mal de choses, hein, donc il y aura des liens forcément avec CSRD, mais je pense que les contours exacts, on les saura aussi. Normalement, ils avaient promis ça pour avant décembre, donc, ou en tout cas avant la fin de l'année. Mais voilà, ça devrait arriver. Et je pense que dès que le texte définitif sera sorti, on pourra vraiment se pencher là-dessus. D'autres questions? Une dernière. Oui, une dernière, je crois. Alors, moi, j'ai pas de Il faut question, prendre le micro, excusez-nous. Merci. Moi, j'ai pas de question, mais je voulais quand même vous le dire en direct, puisque je le dis à tout le monde. Moi, j'ai regardé le guide 2022, et ça permet vraiment de comprendre en très peu de temps, et j'ai trouvé ça super intéressant. Et comme je le dis tout le temps, à chaque fois que j'ai des discussions avec d'autres, je me dis, je vais leur dire. Donc Merci. voilà. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il ne faut pas hésiter à regarder le 2023. Merci. Et peut-être juste un dernier mot, mais pour rebondir, c'est qu'on va commencer à préparer le 2024. Et comme vous avez vu le nombre de personnes dont on a besoin, toute personne qui voudrait participer, alors c'est un travail qui est très parallélisable parce qu'on travaille fiche par fiche. Et donc si jamais ça vous intéresse et vous voulez nous donner un coup de main pour le 2024, on va bientôt commencer à mettre à jour, notamment sur les choses qui ont changé déjà, CSRD, IFRS. Donc voilà. Donc si jamais ça vous a intéressé, n'hésitez surtout pas. Voilà. Merci.